Le magazine du 20h revient sur la guerre déclenchée il y a 5 jours par les frappes israéliennes contre les installations nucléaires de l'Iran. Si les tirs de missiles de représailles ont fait 24 morts en Israël, les autorités iraniennes estiment de leur côté que 224 Iraniens ont perdu la vie. Comment les habitants de Téhéran vivent-ils au rythme des bombes? Nous avons pu les filmer pendant 24 heures. C'est un document de Maryse Burgot et Noura Zadi. C'est une étudiante. Elle filme ces images hier après-midi. Elle faisait ses courses quand elle a été surprise par des frappes israéliennes et des ripostes iraniennes dans son quartier, à Téhéran. Je m'arrête, je peux plus respirer. La panique. Les mains tremblantes quand il faut ouvrir l'entrée de l'immeuble. L'impression d'avoir évité le pire. Narges décide sur le champ de quitter Téhéran. Pour la protéger, nous floutons son visage. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas quoi mettre dans mon sac. Je mets tout en vrac. Toutes les autoroutes sont embouteillées et les rues sont vides. Il n'y a plus de voitures, aucun taxi. C'est très difficile. C'est même dangereux de ressortir rejoindre le métro. Cette nuit, elle nous envoyait ces images d'interception de missiles vues de sa fenêtre. Ils sont en train de frapper au-dessus de chez moi. Dans un quartier proche, quelques slogans résonnent contre le régime. Mort à Khamenei! Les ayatollahs sont parfois tenus pour responsables des bombardements israéliens. Mort aux gardiens de la révolution! Des slogans répétés de balcons en balcon, mais personne ne montre son visage par peur de la répression. Retour chez notre jeune militante. Elle aussi dénonce la répression du régime. Elle refuse de porter le voile, mais aujourd'hui, la peur emporte tout. On n'a plus de vie possible ici. Il y a 2 semaines, on essayait de faire attention à notre sécurité en prenant des taxis. On essayait d'avoir de la chance, de ne pas être arrêté ou tué à cause de nos cheveux sans voile. Et maintenant, ce sont les bombes et les missiles qui risquent de nous tuer. Au pied de l'immeuble de Narges, magasin fermé et rue désertée. Il n'y a plus personne. Plus loin, ces files d'attente sans fin pour tenter de trouver de l'essence. Nous suivons cette famille quittant Téhéran pour se réfugier vers le sud. Les 2 femmes sont en pleurs. L'autoroute est saturée d'habitants fuyant la capitale. Ils ont frappé ici, regarde la fumée. Quelques minutes auparavant, les difficiles au revoir avec le reste de la famille. Le grand-père et la grand-mère refusent de quitter Téhéran. Cet enfant a peur de quitter l'appartement. N'aie pas peur des bombardements. Regarde-moi, personne n'a été tué. On a vu des gens blessés, c'est tout. Ne sois pas triste. Conciliabule pour tenter de trouver de l'essence, anxiété et incertitude. Autour de chez nous, dans le quartier, ça frappe. Il y a beaucoup de bombes, de missiles. Les enfants sont arrivés à la maison et ils pleuraient. Ils avaient peur parce qu'ils disaient qu'il y avait des frappes partout. Et même sur la route qui mène chez nous. Ils partent vers la ville d'Arak, plus au sud. À 3h30 de route, le Canari est du voyage. Mais il leur faudra 14 heures pour atteindre leur but. La nuit tombe, dans les embouteillages, loin des bombes. Et au petit matin, à l'arrivée, aucun logement disponible. Cette région relativement calme est prise d'assaut par les habitants de Téhéran. Cela fait 2 ou 3 heures qu'on attend ici à Arak, qu'on cherche un endroit à louer. On avait réservé, c'était seulement dans 2 jours, mais on a dû partir plus tôt. Une population vivant des émotions contradictoires, la colère contre Israël, mais aussi parfois le soulagement de voir certains responsables du régime éliminés.
Israël affirme avoir sérieusement endommagé les installations iraniennes. Elle revendique la destruction d'au moins un tiers des lanceurs de missiles. Elle a tué des hauts responsables militaires dans des frappes très précises. Pour tenter d'évaluer l'ampleur des destructions, nous avons fait appel aux révélateurs de France Télévisions, Claire Vérove et Germain Vaudry. Depuis le 13 juin, jour et nuit, Israël multiplie les frappes en Iran. Quelle cible? Quel bâtiment visé? C'est l'enquête des révélateurs. En 5 jours, l'armée israélienne a mené des centaines de frappes sur le sol iranien. Parmi ces cibles, les infrastructures nucléaires, c'est le premier but affiché par l'État hébreu. Comme à Natanz, frappé au premier jour de l'offensive. C'est la plus grande installation d'enrichissement d'uranium du pays. Sur ces images satellites, on distingue la centrale électrique et l'usine principale. Après l'attaque aérienne, ils sont visiblement endommagés. Des milliers de centrifugeuses se trouvent à une dizaine de mètres sous terre, comme sur ces images de synthèse fournies par l'armée israélienne. Elles sont aussi touchées selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. À Ispahan, cet autre site abritait une installation de production et de conversion d'uranium et des laboratoires. Toitures arrachées, ils sont aujourd'hui démantelés. À quelques kilomètres de là, des frappes ont touché le centre de la ville. Comme celle-ci, filmée sous plusieurs angles. Nous avons identifié l'endroit de l'attaque. Le bâtiment visé est un site du ministère de la Défense iranienne. C'est la deuxième cible annoncée de l'opération israélienne, les infrastructures militaires de l'Iran. Nous attaquons les industries, localisons les agents iraniens ainsi que les armes. C'est le centre d'armement de Kermanshah. L'objectif des Israéliens, détruire les missiles balistiques. À Kermanshah, plus ancien site de stockage de missiles, les dégâts sont visibles. Les entrées de ces tunnels semblent endommagées. Il y a 3 mois, l'armée iranienne présentait l'étendue de ses stocks dans des tunnels similaires. Des missiles de moyenne portée, capables d'atteindre le territoire israélien. Depuis vendredi, l'armée de l'État hébreu traque ces missiles, y compris lorsqu'ils sont transportés, comme hier, sur cette route, vers Téhéran. L'armée israélienne affirme aujourd'hui avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles iraniens. Mais Israël veut aussi s'assurer de sa supériorité dans les airs. Épaisse fumée noire sur cette colline dans l'ouest du pays. Le radar anti-aérien qui était installé est aujourd'hui détruit. Enfin, l'armée israélienne frappe aussi des raffineries et des dépôts de pétrole comme celui-ci au nord de Téhéran. 11 réservoirs en flammes, l'équivalent de 3 jours de carburant pour la capitale. D'autres bâtiments sont aussi touchés, comme cet hôpital, dans l'ouest du pays. Voici l'unité de soins intensifs de l'hôpital de Kermanshah. Selon les autorités iraniennes, plus de 200 personnes sont mortes et plus d'1 millier blessées depuis le début de l'offensive israélienne. Bonsoir Valérie Lerouge. Bonsoir Sophie. Israël a démontré qu'il pouvait éliminer qui il voulait, même les plus hauts gradés sont ciblés. Oui, alors en haut de la chaîne de commandement, il y a le guide suprême religieux, Ali Khamenei. C'est lui, le véritable chef de l'État en Iran. Alors il n'a pas été encore visé, mais le Premier ministre israélien en fait très publiquement une cible. En revanche, ses 2 plus proches fidèles, eux, ont été tués, et pas des moindres. Le chef d'état-major de l'armée conventionnelle, Mohamed Bagheri, et plus politique, plus idéologique aussi, le général de division des gardiens de la Révolution. À peine tué ce week-end, aussitôt remplacé par ces 2 hommes. Et aussitôt remplacé, le successeur à la tête des gardiens de la Révolution, Ali Shadmani, a été abattu également ce matin à son tour. Alors l'armée israélienne ne s'arrête pas là et décime méthodiquement tout l'organigramme des gardiens de la Révolution.
Ce sont eux qui font régner l'ordre et la loi en Iran. Alors, il y a le commandant en chef des gardiens de la Révolution, il y a le commandant des forces aériennes qui a été également tué, le chef du renseignement et 2 de ses officiers, ainsi que le général en charge d'Al-Qod, c'est une unité d'élite. À noter quand même que les plus hauts gradés de l'armée régulière, la marine, l'armée de l'air, l'armée de terre, eux n'ont pas encore été visés en tout cas. Et pourtant, plus que les gardiens de la Révolution, ce sont eux qui détiennent la force militaire. Israël a également visé des scientifiques. Oui, 9 depuis vendredi, tous liés au programme nucléaire. Alors ce sont d'éminents physiciens, mais qui ne sont plus en charge directement de l'uranium enrichi. Par exemple, il y a l'ancien patron de l'OIEA, c'est l'organisation iranienne de l'énergie atomique, ou encore ce physicien, Mehdi Teranchi, qui est surtout aujourd'hui un président d'université. Ils ont été tués. En revanche, la main-d'œuvre, le savoir-faire, l'expertise du nucléaire iranien, eux, sont intacts. Merci Valérie. L'attaque du premier jour aurait été préparée de longue date. Les services secrets israéliens, sous le nom du célèbre Mossad, ont fait une démonstration de force en s'infiltrant au plus près des dignitaires du régime et des chefs militaires. Des missiles ont également été tirés depuis les plaines iraniennes. C'est assez rare, mais le Mossad a montré les images de ces attaques. Diane Schlinger. Le scénario a tout d'un film d'espionnage. L'Iran a été infiltré en profondeur pour être frappé en plein cœur. Voici le récit de l'opération inédite menée par Israël. Nom de code, le réveil du lion. Lancé vendredi 13 juin à 2h15 du matin, mais orchestré depuis des années par le Mossad, les services secrets israéliens. La face visible de l'offensive israélienne, ce sont ces avions de chasse. Mais dans le plus grand secret, un commando d'agents infiltrés passe aussi à l'action sur le territoire ennemi. Dès le lendemain de l'attaque, Israël s'en vante, image à l'appui. Ces silhouettes seraient des hommes du Mossad qui, en pleine nuit, sur le sol iranien, déclenchent des drones kamikazes. Des missiles israéliens ont aussi été tirés depuis l'Iran. Le régime islamique dit avoir retrouvé ses lanceurs téléguidés à distance. Dans le même temps, des voitures ont été piégées pour des assassinats ciblés. Un plan préparé dans les moindres détails, selon cet ancien officier des services de renseignement israéliens. Cette capacité d'Israël à attaquer de l'intérieur, de façon simultanée, ça a créé un énorme effet de surprise. Ils ont réussi à provoquer le chaos, la peur et surtout la destruction de la défense iranienne. Depuis vendredi, c'est la paranoïa en Iran. Les autorités poursuivent, fouillent systématiquement tout véhicule suspect. Car Téhéran en a désormais conscience. Depuis des années, le Mossad a fait rentrer en toute discrétion des armes en kit et les a assemblées dans des planques sous le nez et la barbe des mollahs. La police iranienne dit avoir découvert l'un de ces ateliers, abandonné dans la banlieue de Téhéran. La télévision d'État en fait un reportage. Ce sont des ailes de drone. On en a trouvé plusieurs et des boîtiers GPS aussi. Dans cette maison de 3 étages, on a trouvé 200 kilos d'explosifs, 30 drones et des lanceurs. Une logistique ultra sophistiquée. Cela a forcément pris des mois et des mois. Ils ont dû créer des entreprises, des sociétés écrans qui amènent les éléments en Iran sans attirer l'attention. C'est très élaboré. Il a fallu du personnel pour recevoir les marchandises, recruter des agents des douanes, trouver des entrepôts, des chauffeurs de camions. La plupart d'entre eux ne savaient même pas qu'ils étaient manipulés par le Mossad. Les autorités iraniennes se lancent dans une chasse à l'homme et présentent ces images comme des arrestations d'espions. Plus de 500 agents à la solde d'Israël auraient participé à l'opération. Des hommes du Mossad, mais aussi des recrues iraniennes, suffisamment haut placés pour savoir en temps réel où et quand frapper. Et nous partons en Israël où l'on retrouve notre correspondant Arnaud Miguet. Arnaud, est-ce que les Israéliens soutiennent l'opération que mène Netanyahou en Iran ? Eh bien, pour le moment, Sophie, cette guerre contre l'Iran semble faire l'objet d'un consensus. Il faut dire que pendant des décennies, les Israéliens ont entendu les ayatollahs promettre leur destruction. La question iranienne et nucléaire est donc existentielle. Les Israéliens soutiennent probablement tant que cette guerre ne dure pas. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rappelé hier qu'il souhaitait remodeler le Moyen-Orient. Cela passe par l'Iran, mais aussi par les autres fronts, comme la Syrie, le Liban, le Yémen et bien sûr la bande de Gaza, mais l'Iran éclipse tout le reste, et notamment Gaza,
au moment où ces derniers jours, les critiques contre l'offensive menée dans l'enclave étaient de plus en plus virulentes à l'international. En Israël, les manifestations pour le retour des 53 otages entre les mains du Hamas sont suspendues et le sort, Anne-Sophie, des Palestiniens dans la bande de Gaza, ravagés par les bombardements israéliens, a disparu de l'actualité. Merci Arnaud. L'invité du 20h est Noémie Coller. Bonsoir Noémie Coller. Vous êtes déjà venue sur ce plateau nous parler de votre sœur Cécile Coller et de son compagnon Jacques Paris. Ils sont retenus prisonniers depuis plus de 3 ans en Iran. Quelle a été votre réaction en apprenant cette intervention des forces israéliennes ? C'est assez terrible parce qu'on était déjà très angoissés par la situation qui s'éternisait et les conditions de détention absolument terribles. Là, on a monté plusieurs crans dans l'angoisse et la terreur brutalement. En fait, on est pétrifiés pour Cécile et Jacques qui sont enfermés au milieu des bombes et dont on n'a aucune nouvelle. On est pétrifiés pour les civils parce qu'on voit que les victimes se multiplient d'un côté et de l'autre. On voit que les appels à évacuer Téhéran se multiplient également. On a pu voir qu'il y a eu des frappes aussi qui ont eu lieu à proximité de la prison. Il y a des installations militaires proches de la prison ? En tout cas, ce qu'on a pu voir en voyant les cartographies qui étaient mises à disposition par certains médias, que certaines frappes en fait, avaient eu lieu à environ 2 km de la section 209 où sont enfermés Cécile et Jacques. Donc en fait, on est sûr qu'ils ont entendu les détonations. On n'a aucun moyen d'entrer en contact avec eux, de savoir comment ils vont, de savoir à quel niveau d'information ils ont accès. Donc c'est une situation qui nous terrifie en fait. Quand leur avez-vous parlé pour la dernière fois ? Le dernier appel téléphonique date du 28 mai. Ils étaient déjà dans une situation de désespoir très avancée. Hier, l'ambassadeur iranien en France a dit travailler avec Paris pour faciliter leur libération aussi vite que possible. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que ça représente un changement dans le discours ? C'est difficile en fait de savoir parce qu'effectivement on a du mal aussi à s'accrocher aux espoirs parce qu'ils sont souvent déçus en fait dans cette histoire-là. C'est vrai que là la situation est d'une urgence capitale en fait. C'est vraiment Cécile et Jacques risquent de mourir. On nous a toujours garanti les autorités françaises qu'ils reviendraient en vie. Aujourd'hui on sait que cette garantie n'est plus aussi claire. Vous disent-elles, les autorités françaises, vous êtes en contact avec le Quai d'Orsay ? Oui, tout à fait. Bien, elles nous disent qu'elle continue à être pleinement mobilisée pour la libération de Cécile et Jacques, elle continue à y travailler activement, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on n'a pas de réponse concrète. Et en fait, nous, tout ce qu'on voit, c'est que les frappes se multiplient et que la situation est absolument dramatique. Et qu'est-ce que vous demandez justement à ces autorités françaises aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? On leur demande de remplir leurs promesses, en fait, de ramener Cécile et Jacques vivants le plus vite possible. On leur demande de saisir toutes les possibilités qu'elles ont, une exfiltration humanitaire parce qu'elle se justifie totalement vu la gravité de la situation, de saisir aussi certaines déclarations du gouvernement iranien à certaines de nos plaintes face à des grandes instances comme l'ONU, où la dernière réponse qu'ils ont donnée, c'est qu'ils travaillaient à une amnistie, à une grâce pour Cécile et Jacques. Donc ça, c'est un grand changement aussi dont on pense que les autorités françaises peuvent se saisir. Et surtout que la diplomatie française pèse de tout son poids pour mettre fin au bombardement, en fait, le plus tôt possible, pour qu'il n'y ait plus de victimes civiles et que Cécile et Jacques soient enfin en sécurité.